Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire offert en fait là, par Médicaments Novateurs Canada. Je me présente, je m'appelle Jonathan Pratt, je suis directeur général du Regroupement québécois des maladies orphelines et il me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Yannick Labrie. Je vais faire une petite présentation de M. Labrie. Yannick est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Montréal. Il est chercheur associé à l'Institut Fraser et un économiste de la santé et consultant en politique publique. Il est actuellement économiste affilié au pôle santé HEC Montréal. Son expertise en politique de la santé s'étend sur plus de 15 ans, euh, près de 20 au moment que je vous parle. Voilà, et sans rentrer trop dans les détails, mais je ne veux pas évidemment monopoliser le temps. Sans plus tarder, je vous laisse la parole, M. Labrie. Merci, pardon, merci, M. Pratt. C'est un plaisir d'être parmi vous ce midi pour ce webinaire. Évidemment, ça porte sur des enjeux toujours d'actualité, l'accès aux médicaments, aux médicaments et évidemment aux nouvelles thérapies. Alors, tout le processus de remboursement est assez complexe. Puis, évidemment, l'un des objectifs derrière ce webinaire, c'est de vulgariser toutes les étapes et comment fonctionne ce processus-là. Et pourquoi il y a des délais si longs avant d'obtenir l'accès aux nouvelles thérapies pharmaceutiques au pays. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. J'ai dit que l'accès était difficile, ça pouvait s'éterniser, ça pouvait être très, très long. Vous voyez, ici, vous avez sous les yeux un graphique qui illustre où se situe le Canada parmi un groupe d'une dizaine de pays. On voit là, c'est le nombre de jours de lancement. Une fois que Santé Canada, qui est l'organisme qui approuve les médicaments au Canada, une fois qu'on a un avis de conformité, vous voyez que ça peut prendre plus de 2 ans en moyenne au Canada avant que le patient puisse obtenir le médicament. C'est nettement au-delà de ce qu'on retrouve dans d'autres pays comparables. Dans les pays de l'OCDE, on regarde généralement les 20 pays qui ressemblent au Canada, puis à titre comparatif, généralement, le Canada est tout près des derniers en termes d'accès, donc 18e, 19e rang. Et puis, ça peut varier évidemment d'une année à l'autre, mais c'est très, très long pour obtenir le nouveau médicament au Canada. En prochaine diapo. Ici, on a une diapositive qui montre différents organismes qui sont impliqués dans le processus de remboursement. C'est très complexe. Je vous présente rapidement ces organismes. D'abord, il y a Santé Canada qui se charge d'homologuer un médicament. Alors, on va procéder à une évaluation, on va regarder si le médicament est sécuritaire pour les Canadiens, est-ce qu'il est efficace aussi d'un point de vue clinique, et puis va émettre, dans un cas positif, va émettre un avis de conformité. Et ce médicament-là pourra être mis en marché au Canada. Ensuite, là, vous avez l'étape de l'évaluation des technologies de la santé. Donc, il y a des organismes qui sont voués à évaluer le médicament et savoir évidemment, s'il est pas seulement efficace, mais est-ce qu'il est rentable aussi d'un point de vue société? Est-ce qu'on doit le couvrir? Alors, on procède à une évaluation dite coût-utilité. Donc, on va tenir compte du prix du médicament, on va tenir compte également de sa valeur thérapeutique et on va comparer avec des thérapies existantes sur le marché. Et donc, si on a un rapport coût-utilité qui est en deçà de ce qu'on retrouve pour d'autres thérapies équivalentes, on va juger ces organismes-là vont juger et recommander positivement l'inscription de ces médicaments-là sur les listes de médicaments couverts par les provinces. Alors, quand je parle d'une évaluation coût-efficacité, c'est une évaluation, encore une fois, pour être bien clair, qui tient compte de la valeur thérapeutique du médicament, puis également du volet financier, du volet coût du médicament. Ensuite, lorsqu'une recommandation positive est émise, il y a un processus de négociation qui s'ensuit. Le processus est mené conjointement par un organisme qu'on appelle l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique. Alors, je en parlerai un peu plus en détail de ses objectifs, mais il faut comprendre qu'il y a un processus de négociation qui s'enclenche avec les fabricants des médicaments et puis au terme duquel on peut avoir soit une lettre
d'intention, comme quoi on a conclu, pardon, une entente positive, c'est-à-dire qu'on s'est entendu sur les termes financiers, aussi cliniques, là, du médicament. Puis ensuite de ça, on va avoir la dernière étape, l'étape qui suit, l'étape de est-ce que les provinces l'ajoutent à la liste. Okay? Donc, les provinces sont autonomes en matière d'inscription des nouveaux médicaments. En principe, on s'attend à ce qu'il y ait une inscription suite à des ententes qui se sont conclues favorablement entre les fabricants et puis l'APP. Vous voyez aussi qu'en parallèle, il y a toute une évaluation qui se fait, ou un examen, si vous voulez, des prix du médicament par le Conseil d'examen du prix du médicament breveté, qui est aussi un organisme fédéral. Lorsqu'on regarde, évidemment, on va faire un examen scientifique pour évaluer la valeur thérapeutique du médicament. On va vouloir établir un prix plafond sur la base de cette valeur thérapeutique-là. Et puis, on va aussi s'assurer que le prix sur le marché n'est pas excessif au moment du lancement. Donc, il y a aussi tout le volet établissement de prix qui se fait en parallèle au volet réglementaire et au volet aussi négociation. Si on peut passer à la diapositive suivante. Vous voyez, l'APP, l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique, regroupe toutes les provinces maintenant. C'est un organisme qui a vu le jour, dans la foulée des rencontres qui se faisaient entre les premiers ministres provinciaux dans les années 2010. Et ensuite de ça, on a eu la création d'une organisation formelle, autonome, regroupe les provinces, regroupe les territoires, et il y a également les régimes fédéraux, ceux des services de santé non assurés, Service correctionnel Canada et ceux des anciens combattants. Donc, l'idée est de mettre en commun les efforts déployés à négocier avec les fabricants. Il y a 4 objectifs. Il y a un objectif, bien évidemment, pour l'APP, d'élargir l'accès aux nouvelles thérapies pharmaceutiques. Il y en a également un objectif qui vise à avoir des prix stables, des prix qui sont plus avantageux pour les patients et pour, évidemment, les régimes provinciaux. Il y a également un objectif de cohérence. On avait l'impression que les régimes individuellement n'étaient pas cohérents à l'échelle canadienne. Donc, il y avait des provinces qui avaient des modes de fonctionnement différents. Les négociations étaient hasardeuses, c'était plus difficile. Alors, on a mis ces efforts-là en commun. Et puis aussi, l'un des objectifs, c'était d'éviter le dédoublement des efforts de chacune des provinces. On voulait optimiser justement l'utilisation des ressources déployées à négocier des ententes d'inscription avec les fabricants. Prochaine diapo. Évidemment, j'ai présenté le contexte réglementaire, le contexte de remboursement, c'est vraiment pour les fabricants une course à obstacles. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à franchir. Puis on a sous les yeux un graphique qui illustre les délais moyens de remboursement pour chacune de ces étapes-là. Alors, si on regarde, par exemple, l'année plus récente, 2022, vous avez une première bande en bleu pâle qui montre 308. Alors, ça, c'est le nombre de jours requis par les organismes d'évaluation des technologies de la santé. Donc, que ce soit l'INES au Québec, qui se charge de faire l'évaluation des nouveaux médicaments, ou que ce soit la CMTS. Pour le reste du Canada, en moyenne, on va avoir un délai de 308 jours pour mener ces évaluations-là et puis rendre un verdict. Est-ce qu'on recommande positivement l'inscription de ce médicament-là ou non? Alors ça, c'est quand même un délai qui est près d'une année. Une fois qu'on a franchi cette étape-là, la prochaine est celle où l'APP est appelée à se prononcer, et évidemment, est appelée à accepter ou non d'entamer des négociations, d'une part, avec les fabricants. Hein. Donc, on va avoir un processus quand même assez long, de 321 jours en moyenne en 2022. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup d'améliorations possibles pour ces 2 étapes-là dans tout le processus. Et puis, finalement, une fois que l'APP s'est tendu, essentiellement avec le fabricant, il va y avoir une lettre d'intention signée. À ce moment-là, il reste aux provinces à inscrire le nouveau médicament sur ces listes
provinciale de médicaments couverts. Alors ça, c'est un délai de 106 jours en 2022. Il y a beaucoup de... Et puis, on le voit d'une année à l'autre, là, quand même beaucoup de variations. C'est-à-dire qu'on regarde, entre autres pour ce qui est du délai pour les provinces d'inscrire un médicament qui a été, qui à l'APP, c'est conclu par une lettre d'intention. Ben, ça peut passer de 230 jours, voyons, en 2019 à 106 jours. Mais pour ce qui est des étapes précédentes, c'est l'évaluation des technologies de la santé. On voit des délais qui s'allongent. Alors, clairement, on passe de 205 jours en 2019 à 308. Alors, le délai ne va pas en s'améliorant. Puis, c'est la même chose, grosso modo, pour l'étape de la négociation entre les fabricants et puis l'APP, donc les provinces regroupées sous l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique. Processus de négociation de l'APP, il y a 4 étapes. J'ai insisté beaucoup sur la négociation, mais il y a d'autres étapes préalables. Alors, il y a l'étape du lancement, où on détermine justement si le médicament nécessite d'être considéré par l'APP. Généralement, bon, à l'intérieur d'un délai de 10 jours, on est capable d'envoyer un accusé de réception et effectivement poursuivre les étapes subséquentes. Ensuite de ça, ben, on a la considération. Alors, on va déterminer si le médicament doit être soumis à des négociations avec les fabricants, puis l'APP. Et puis, bon, il y a une lettre d'engagement qui est signée à ce moment-là, puis un délai de 40 jours, c'est la cible qu'on se fixe. Vous voyez, ensuite de ça, l'étape de la négociation, où, bon, c'est à la fois l'APP, donc les provinces regroupées sous cet organisme-là, et le fabricant qui va procéder à des propositions. Il y a des contre-propositions, ça peut évidemment prendre quelques semaines et voire quelques mois avant d'avoir la conclusion, une conclusion qu'on souhaite bien évidemment favorable avec la signature d'une lettre d'intention à terme, où là, évidemment, on propose aux provinces d'inscrire les nouveaux médicaments sur les listes. On peut passer à la prochaine diapo. Cette diapositive-là montre, au fond, le délai entre la recommandation qui est faite par l'Agence d'évaluation des technologies de la santé au Canada, la CMTS, et puis le moment où l'APP débute son processus de négociation avec les fabricants. Alors, on peut penser que c'est en quelque sorte un temps mort, un temps pendant lequel on pourrait raccourcir facilement ce délai-là pour gagner, évidemment, avoir un accès plus rapide pour les patients. La cible qui est fixée par l'APP est de 60 jours. Vous voyez que dans les 5 dernières années, on n'a pas atteint cet objectif-là de 60 jours et même on a souvent eu des délais qui étaient 2 fois plus longs que ce qu'on souhaitait essentiellement. En 2023, on parle d'un délai de 166 jours. Alors, c'est 166 jours pendant lesquels le médicament est en quelque sorte en attente d'entamer le processus de négociation. Alors, oui, il y a une considération à faire, oui, il y a un examen à faire par l'APP, mais ça reste que c'est un délai qui est très, très long. La prochaine diapo. Alors, je vous parle de délai qui est long. Vous voyez ici, à travers le temps, l'évolution du nombre de médicaments qui sont en cours d'examen par l'APP. Donc, ils ne sont pas en cours de négociation, ils sont simplement en cours d'examen. C'est le fameux temps mort, là. Donc, ce sont des médicaments qui, bon, il n'y a pas évidemment le fabricant n'est pas appelé à faire de propositions comme telles. On est simplement en attente d'avoir une lettre d'engagement. Alors, c'est un backlog là, qui vraiment prend de l'ampleur. On était à 12, 13 médicaments au premier trimestre de 2019. Et là, on est plus dans la trentaine et près de 40 médicaments qui sont toujours en attente du processus de négociation. Ça en dépit d'un nombre plus grand de personnel qui travaille au sein de l'APP. Alors, vraiment, il y a probablement des améliorations à faire de ce côté-là. Je vous demanderai maintenant de passer à la diapo suivante. Merci. Alors, ici, on voit le nombre de molécules, le nombre de médicaments qui sont en processus de négociation avec l'APP. On en avait plusieurs au premier trimestre 2019, 45, même chose pour le trimestre suivant. Et là,
ça a oscillé hein, d'une année à l'autre. On a eu plusieurs médicaments en 2019. Ensuite de ça, ça tente à diminuer et on est à 34 médicaments au deuxième trimestre de 2023. Donc, on voit un arriéré, donc plus de médicaments qui sont en attente du processus de négociation et moins de négociations actives entre les fabricants et puis le personnel de l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique. Bon, évidemment, l'APP s'est fixé des objectifs en termes de délai. On ne les atteint pas, comme je l'ai mentionné précédemment, en ce qui a trait à le début des négociations. Ici, vous voyez toute l'étendue du délai, de la période qui va, évidemment, de la soumission d'un nouveau médicament à l'APP, une fois qu'on a eu une recommandation positive des agences d'évaluation des technologies de la santé, jusqu'à la signature soit d'une lettre d'intention, si la négociation a été fructueuse, ou d'une lettre de clôture. Alors, on met un terme à la négociation, on n'a pas eu d'entente, et puis on n'a pas de lettre qui fait en sorte qu'on pourrait avoir éventuellement l'inscription sur les listes provinciales des médicaments. Donc, vous voyez, c'est des processus qui sont quand même assez longs. 300 jours en moyenne en 2023, les 49 molécules qui sont concernées. Alors, c'est beaucoup plus long que les délais de 6 mois qu'on s'est fixés. Donc, c'est bien au-delà des 180 jours fixés par l'APP. En termes de pourcentage maintenant, donc si on évalue le rendement de l'APP, en termes de délai, c'est une chose. Regardez le nombre de négociations qui se sont soldées par justement une lettre d'intention dans les délais qu'on s'était fixés, les délais cibles de l'APP. Donc, à peine 1 sur 4 atteint le 180 jours là, fixé comme délai par l'APP. Alors, encore une fois, là, il y a quand même... disons que c'est bien en dessous de la note de passage. Maintenant, vous avez une comparaison interprovinciale. Ça, c'est intéressant de voir le délai médian entre l'émission de la lettre d'intention par l'APP, c'est-à-dire que lorsque la négociation s'est soldée par justement une entente entre le fabricant et l'APP, lettre d'intention signée, il y a un délai additionnel qui, ensuite de ça, concerne les provinces. Est-ce qu'on inscrit ces médicaments-là rapidement ou non sur les régimes, sur la liste des régimes provinciaux? Ben là, vous avez votre réponse. Lorsqu'on regarde le diagramme que vous avez sous les yeux, ben, la province du Québec fait mieux que le reste du Canada. On parle de 51 jours de délai. Donc, 51 jours entre le moment où la lettre d'intention est signée, puis l'inscription sur la liste de la RAMQ, essentiellement au Québec. Alors, c'est quand même 51 jours plus faible, en fait, plus court que dans les autres provinces, mais quand même au-delà d'un délai cible de 30 jours qui est fixé. Les autres provinces, il y a des provinces, évidemment, où c'est quand même très, très long. Les provinces maritimes, on parle de plus de 150 jours. En moyenne, on est autour de ça. La moyenne canadienne va osciller entre 120 et 150 jours, bon an, mal an. Alors, vous voyez, on parle de retard inutile. C'est un retard qu'on peut facilement réduire. Et puis, on donnera accès, évidemment, aux patients plus rapidement aux nouvelles thérapies. Ce sont évidemment souvent des thérapies pour lesquelles il y a peu d'alternatives ou peut-être pas du tout pour les patients. Alors ça, c'est des délais qui sont quand même assez faciles à réduire si on veut justement améliorer l'accès. Alors, je vous demanderai de passer à la suivante. Donc, on parle de délai en supposant que l'ensemble des médicaments sont éventuellement inscrits sur les listes provinciales, mais ce n'est pas le cas. Hein? Ce n'est pas le cas. Pas tous les médicaments qui sont inscrits, malgré qu'une lettre d'intention a été signée entre le fabricant et l'APP. Vous voyez, encore une fois, c'est un portrait provincial qui varie, évidemment. Hein? À l'échelle canadienne, vous allez avoir des provinces qui figurent parmi les bons élèves. Vous voyez le Québec encore pour ce qui est des médicaments anticancéreux, les médicaments oncologiques, quand même 81% des médicaments qui sont couverts, hein, qui en 2000 étaient couverts sur le régime provincial d'assurance médicaments du Québec, alors qu'on avait à peu près 20%, tout près de 20% qui ne l'étaient pas encore. Peut-être qu'éventuellement, ils allaient l'être. On était toujours en attente
de voir ces nouveaux médicaments-là, des médicaments pour lesquels, je répète, il y avait approbation par Santé Canada. Les organisations qui évaluent les technologies de la santé, à savoir si on a un bon rapport coût-utilité, avaient recommandé positivement l'inscription de ces médicaments-là. La négociation avec l'APP avait été fructueuse. C'est-à-dire qu'elle s'était soldée par une lettre d'intention signée par le fabricant et l'APP. Puis malgré tout, ben, on n'a pas pour les patients là, accès à ces médicaments-là parce qu'ils ne sont pas couverts encore, ils ne sont pas encore inscrits sur les listes. Alors, si on regarde, il y a d'autres provinces qui font pire. L'Ontario, on parle de 68%. Nouvelle-Écosse, encore une fois, les provinces maritimes sont au bas du peloton. Si on regarde du côté droit de l'écran, là, ce sont des médicaments qui ne sont pas des médicaments oncologiques. Ce ne sont pas des médicaments pour traiter le cancer. Le Québec est un peu plus, je dirais, dans le milieu des provinces. On parle de 74% des médicaments qui sont inscrits sur la liste, malgré que la négociation avec l'APP était terminée, alors, et que la lettre d'intention était signée. Donc, ce n'est pas simplement qu'on a mis un terme à la négociation, puis faute d'entente, on ne l'inscrit pas. Il y a bel et bien lettre d'intention, comme quoi l'APP et les fabricants se sont entendus sur les termes financiers de la nouvelle inscription, mais il n'y a quand même pas l'ajout au formulaire de la RAMQ. C'est la même chose dans plusieurs des provinces. Il y a quand même un fort pourcentage de médicaments qui sont toujours en attente d'être inscrits sur les listes. Alors, évidemment, il faut être en quête de solutions. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Il va y avoir dans le futur de nouvelles molécules qui vont arriver, les technologies de la santé. Évidemment, ça évolue, ça se développe. Il y a des thérapies qu'on attend, évidemment, parce qu'on est dans des champs thérapeutiques qui sont moins bien pourvus. Hein. Il y a des patients qui ont peu d'alternatives, ont peu de solutions de rechange aux thérapies existantes. Bon, on souhaite qu'il y ait un accès rapide, on souhaite qu'il y ait des nouvelles molécules. Encore faut-il se démarquer. Le Canada ne se démarque pas pour les bonnes raisons. En fait, on voit qu'il est retardataire par rapport aux autres pays comparables de l'OCDE. Alors, il y a un document qui a été produit par Médicaments Novateurs Canada qui est accessible en ligne. Vous l'avez sous les yeux. Dispositions novatrices en matière d'accès et d'accords de gestion de lancement. Donc, on souhaite de l'innovation en matière pharmaceutique, mais on souhaite de l'innovation aussi en matière de remboursement des nouvelles thérapies. Alors, pour résumer le problème, puis je pense que j'ai mis l'accent sur ce fameux problème d'accès. Il y a quand même un problème qui est rattaché au fait que le Canada tarde à rendre accessible à sa population les nouvelles molécules, des médicaments qui, par ailleurs, sont sécuritaires pour les patients, ils sont efficaces également. Ils ont prouvé également qu'ils pouvaient être rentables. Hein, d'un point de vue ressources publiques, on veut s'assurer que les deniers publics, on les utilise à bon escient. Puis, on a des organismes voués à évaluer justement sur le plan la valeur et du prix. Est-ce qu'on atteint les seuils fixés? Puis, on émet des recommandations positives de remboursement. Est-ce que par la suite, il y a lieu de voir si les délais pourraient être raccourcis? Tout à fait. Hein? Et ça, ce n'est pas simplement pour avoir maintenant des médicaments accessibles pour les patients. Évidemment que c'est un objectif tout à fait important, crucial même, mais il y a également l'objectif de faire en sorte que on continue d'avoir des investissements pharmaceutiques ici au Canada, hein, qu'on continue à avoir des nouvelles thérapies dans le futur. Et pour ça, il faut qu'il y ait un environnement réglementaire, un environnement de remboursement de négociation qui soit favorable justement à ce qu'il y ait ces investissements-là au pays. Alors, ça, c'est un élément important à prendre en considération. L'autre élément, c'est qu'il y a aussi une forte pression dans un contexte de changement démographique sur nos systèmes de santé. Alors, c'est un pan très important dans notre système de santé, le domaine pharmaceutique. Très souvent, il y a des thérapies qui vont remplacer d'autres traitements plus dispendieux dans le réseau hospitalier, par exemple, des opérations, hein, des chirurgies qui sont très coûteuses et qui sont aussi invalidantes pour les patients, donc qui affectent négativement leur qualité de vie. Alors, si on veut qu'il y ait accès rapidement aux thérapies, je pense que c'est la clé. Hein, si on veut diminuer la pression sur le réseau public qui est déjà surchargé, vous le savez, autant que moi. Alors ça, c'est très, très important qu'on améliore l'accès aux nouvelles thérapies.
Merci Merci. beaucoup, Monsieur Yannick Labrie. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je ne sais pas si, il y a des questions. Je vais aller voir le Q&A. On va ouvrir ça. On essaie de faire plusieurs choses en même temps. Il n'y a pas de questions dans le question-réponse, mais si jamais vous avez des questions, je vous invite en fait là, à les écrire en commentaire. Dans le fond, l'enregistrement va être sur la chaîne YouTube du Regroupement québécois des maladies orphelines. Donc, c'est possible de le mettre en commentaire. Sinon, ben, vous pouvez m'écrire directement à jonathan.pratt@rqmo.org. Puis on s'assurera là, de relayer l'information. Donc, encore une fois, mais je vous remercie beaucoup de votre présence à tous ceux qui étaient là. Merci beaucoup, Monsieur Labrie, pour cette présentation. C'était vraiment, là, comme j'ai dit, hyper intéressant. Je pense que c'est très informatif aussi. Et de voir que le Québec est quand même un peu à l'avancée là, des autres provinces, mais quand même, il y a du chemin à faire. Il y a un certain chemin à faire là, pour nous aussi. Donc, vraiment, un gros merci. Donc, sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous et à toutes et au plaisir de se revoir dans un autre événement. Merci, bonne journée.